pour l'enregistrement. Il y a quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Alors, attendez. Prise d'otage à Paris, selon les premiers éléments, il n'y a pas de dimension terroriste. On est d'accord que c'était les locaux, du coup, des plus grands youtubeurs de France à l'époque. Du coup, il y avait Cyprien, Spring Gaming et Norman. À l'époque, c'était. De toute façon, à l'époque, c'était tout simplement les sketchs qui fonctionnaient le mieux. Hein. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Spring Gaming. Une attaque sur des youtubeurs que tout le monde suit. Tentative d'assassinat. Un de ces gros youtubeurs pour faire une énorme dingue avec toi. Il voulait négocier en disant moi je vous rends 6. Attendez, mais il y avait combien, attends, mais il y avait combien de. C'était quoi ce pour faire une studio? énorme dingue avec toi. Il voulait négocier en disant moi je vous rends. Il y avait Natou, il y avait Squeezie, il y avait Kevin du Rire Jaune, Cyprien, Norman. J'ai oublié son nom. On le revoit plus trop de temps, on le revoit de moins en moins. J'ai carrément oublié son nom. Je sais plus du tout comment il s'appelle. John Rachid, je vois. Cyprien, Je me si souviens. vous accédez à mes requêtes, tout a démarré de là. Et pourtant, cette histoire, personne n'en a entendu parler. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Les premières négociations à l'assaut final, tout a été filmé. On n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Chaque minute passée, chaque mot échangé avec le preneur d'otage a été enregistré. Et à ce moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Pour cette enquête, j'ai rencontré tous les intervenants présents ce jour-là. D'accord. Du chef de la BRI au sapeur-pompier, du directeur de la police judiciaire au préfet de Paris, et évidemment, les... Ah ouais, alors... Vache, il a du contact, le gars, quoi. C'est pas rien, j'imagine. Hein. Toi, À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Avec leurs témoignages, on va revivre en temps réel tout ce qui s'est passé. Le risque principal, il faut bien leur lire, c'est le risque d'explosion. Ça va être cochon, les gars. Dans ce nouveau documentaire, on va découvrir comment l'homme est entré dans la plus grande agence de créateurs, Il me dit qu'il a un colis pour un youtubeur et il me demande s'il est dans l'agence. quel était son plan initial et jusqu'où il était prêt à aller. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. À tout moment, il peut Il- mettre son briquet et il avait plein de faire trucs, exploser. visiblement. Il était de l'essence, des bombes. On sait pas où il est. 7 ans après sa disparition, Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. de son arrestation Mais attends, mais c'était quand? Parce que attendez, la dernière fois qu'on a vu Cyprien Gaming, le studio de Cyprien Gaming, pour moi c'était genre 2017, 2016, non? C'était bien avant le Covid, c'est sûr. Ouais, dans son tour. à son passage en hôpital psychiatrique, Là, vous avez des dizaines de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. jusqu'au jour où j'ai découvert que il avait été libéré. Ah! Certaines Oula! sources indiquent qu'il serait en possession d'une bombe. Vu comment il était armé, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Reçu à tous, imminence de l'assaut. La BRI, ok. Sous influence. Ok. Cette enquête, je l'ai commencée il y a 1 an exactement. Et entre les déplacements, le tournage des reconstitutions, les graphismes, le montage, bref, toute Ah la oui. production du documentaire, ça m'a Ok. pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il reconstitue et les évidemment, scènes pas beaucoup de mal. moyens. À chaque fois que j'ai utilisé cette carte en tournage ou pour mes recherches, on m'a demandé d'où elle sortait. Et comme la réponse, c'est ma banque partenaire depuis plusieurs années maintenant, et qu'elle m'a permis de rester totalement indépendant pendant cette enquête, ce qui est assez important vu le sujet, je vais vous la présenter et vous expliquer comment, en plus d'avoir une carte magnifique, elle m'a rapporté de l'argent en 1 an sans rien faire. Dans les banques institutionnelles, c'est beaucoup plus simple. Pas besoin de s'embêter à Je faire vais des passer, virements de évidemment. cette série documentaire. Ils ont sûrement duré des images d'intervention, les vidéos et un extrait peut-être. Ok, sur Ce jour-là, Cherche. beaucoup de Ok. choses ont été dites dans les médias. Des demandes pas très claires pour le moment. Personne n'avait les bonnes infos, Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. personne comprenait ce qui se passait, Ces motivations, elles sont pour l'instant assez floues. et personne savait qui le preneur d'otage ciblait. Il s'agirait d'une agence de communication. 7 ans plus tard, je peux maintenant tout vous dévoiler. Dans mes recherches, en plus des témoignages des autorités, des voisins de l'immeuble et des journalistes sur place, j'ai pu récupérer les images de l'assaut,
et l'enregistrement audio du preneur d'otage pour vous raconter cette fameuse journée du 12 juin 2018. Bah, de quoi faire, hein. Putain, il est... Et ce documentaire, je l'ai structuré en 3 L'attaque, épisodes. l'assaut, la traque. Dans cette première partie, on va voir qui était dans les studios et comment le preneur d'otage a réussi à s'y infiltrer. C'est comme un individu qui a quand même identifié l'endroit où Cyprien faisait ses enregistrements. Avant de comprendre pourquoi la BRI et les sapeurs-pompiers ont dû préparer un plan d'assaut en urgence. Un ou plusieurs assaillants peuvent être cachés. Mais avant d'en arriver là, on va revenir un peu en arrière et se demander pourquoi le preneur d'otage a décidé d'attaquer cette agence. Selon deux informations, l'homme est entré dans les locaux de Mixicom. Le premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. Ok. Bonjour Merde. Internet, ça va Squeezie? Ça va iPhone? Waouh. Mixicom. Ah, il date, hein. Ah, ça date, hein, cette époque. En 2018, Sur un c'est gaming. l'agence de tous les plus gros créateurs sur YouTube. Comme Cyprien, Squeezie, Squeezie, Norman. Natou, John Rachid ou encore John Rachid, c'est ça. La société les aide à trouver des partenariats et à produire leurs vidéos en leur proposant notamment leurs studios qui sont situés À Paris, dans le 10e arrondissement, au niveau du 45 rue. Donc c'était avant Webmedia, et Webmedia, si mes souvenirs sont bons, Squeezie, il est resté 2 ans. Et il a arrêté Webmedia, je crois que c'était avant Covid. Putain, c'est compliqué là, j'avoue que je sais pas trop. Là, faudrait analyser, mais je pense pas que je peux faire ça maintenant. Trouver le studio Cyprien Gaming et on est resté ici 2 ans et demi quand même. 2 ans et demi, le ok. premier studio créé dans Mixicom, avant de mettre pas très loin celui de Cyprien, qui était en fait collé à celui de Norman. Putain. On savait pas. Enfin, franchement, genre c'est dinguerie quoi. Genre vraiment, alors que le studio était côte à côte. Genre, c'est dire ça, c'est une singerie. Enfin, c'est pas, c'est... Peut-être qu'ils l'ont dit, hein. Mais genre, moi, je l'ai jamais vraiment... Encore à côté, le studio du show jaune de Kevin. Ok, à côté. Avec en face, celui de John Rachid. Et le plateau du Latte Show avec Natou, pas loin. Ok, Là, tu Natou. as un décor, autour il y a absolument rien. C'était l'époque où Ah. beaucoup de créateurs quittaient leur appart pour tourner dans un vrai studio pour éviter que les abonnés trouvent et partagent leurs adresses. En fait, des abonnés avaient repéré notre adresse et avec le bouche à oreille, on a eu droit à beaucoup de visites. Je sais que ça Ouais. part de bonne intention, c'est pour venir prendre Ouais, des mais photos avec nous. Mais en c'est fait, au connu. quotidien, c'est un petit peu oppressant. Du coup, on pouvait voir les bureaux de Mixicom dans pas mal de leurs vidéos, comme le couloir entre les différents studios, les figurines de jeux vidéo, C'est bizarre ici quand même. C'est un peu chelou. ou encore la cour devant l'agence, qui a la particularité d'avoir des vitres teintées, détail assez important pour la suite. Moi-même, j'ai Ah, une oui. voiture pour une vidéo que j'avais réalisée avec Cyprien, Squeezie et le transporteur. Pardon? Avant de tourner la dernière scène devant les entrées du 45 et 47 de la rue des Petites Écuries, à peine quelques mois avant la prise d'otage. Ok. Bref, à cette époque, les créateurs passaient leur temps en tournage dans cette agence. D'ailleurs, un mois avant la prise d'otage, Cyprien y tournait ses vidéos Apprendre une langue, John Rachid y tournait les pubs de Jean-Claude Van Damme. Attends. Pour la prise d'otage, Cyprien y tournait ses vidéos Apprendre une langue, John Rachid y tournait les pubs de Jean-Claude Van Damme, et une semaine avant, Kevin y tournait une scène d'être allergique au pollen 2018. Un mois après ou avant, j'ai pas trop entendu. dans un des bureaux sous le grand couloir. Et c'est d'ailleurs dans ce bureau, 6 jours plus tard, que la prise d'otage va avoir lieu. Ok, donc c'était en juin, 6 jours plus tard. C'était le 12 juin 2018. Bref, on avait donc des studios de tournage pour les créateurs, et juste en dessous des bureaux, qui servaient quelquefois de salle de maquillage, salle de montage, ou encore pour organiser des réunions d'écriture. On profitait des locaux pour pouvoir se retrouver, écrire des fictions ensemble, des projets. On développait des idées de films, des idées de séries, des vannes pour le stand-up aussi, etc. C'est le meilleur endroit pour bosser de la planète parce que t'as que ça à faire. Effectivement. Ok, c'est parti. Eux, c'est Karim, Dikaza, Sabrina et Guillaume. Et le jour de la prise d'otage, ils étaient dans le bureau des auteurs de Mixicom. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Vous les avez peut-être déjà vus dans une vidéo avec Jérémy Nadeau, C'était pas si compliqué. en cowboy avec Mr V, Mettez-moi un verre de l'air. mais aussi dans des vidéos avec John Rachid Ok. ou avec McFly et Carlito. Ah Tous oui, les trois d'accord. scénaristes, Ah ils si, sont je me surtout souviens très avec proches Fake depuis des Carlito. années, et c'est ce qui va être déterminant au moment de l'attaque. Guillaume, c'est un mec que je rencontre sur un tournage en 2004, je crois. Et moi, je suis en galère de comédien. Et très vite, je lui dis, ouais, ça te dirait de jouer un rôle. John Rachid, j'ai jamais regardé, on va On prend dire. le costume d'un tel qui a le costume d'Indiana Jones, on écrit un truc, on tourne cash. L'Arche perdue. Et la ligne B, c'est... Et fou rire de 4 heures.
On fait un fou rire de 4 heures. Je me dis, ouais, ce gars-là, en fait, on va bosser ensemble longtemps, tu vois. Ah, t'adores ce réel. Génial, j'adore ce mec. À partir de ce moment-là, on a dit, t'as envie de jouer la comédie, tu veux écrire, tu veux réal. J'ai envie de jouer la comédie, je veux écrire, je veux réal. Et ben, on s'est plus jamais quitté. Et au cours d'un de leurs tournages, Casa va rencontrer Sabrina. Donc on a commencé à rigoler, vraiment, genre en mode pote sur les réseaux, mais ça a duré longtemps. Ensuite, après, on a commencé à se dire, bah attends, viens, on se voit, etc. On est parti au billard, on est parti au resto, etc. Pendant un petit moment, on est vraiment devenus potes. Et on se voit de plus en plus. Et quand il revient, ben ça y est, en fait, c'est parti. Ils vont se marier. Et je les amène au mariage, c'est moi qui les conduis. Et l'histoire commence comme ça. Puis Sabrina, on est devenus potes tout de suite. Parce que c'est une fille qui est extrêmement drôle. Et c'est une super scénariste. Et quand j'arrive à Mixicom, elle est là aussi. Elle rejoint le pôle auteur, donc on est H24 ensemble. Ok. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est ensemble. On va fêter nos 13 ans de mariage. Et en juin 2018, Sabrina est enceinte de 8 mois. Ce qui est plus préoccupant, c'est... Juin 2000... Ah oui Juin 2000... Ah, mais elle est enceinte pendant la prise d'otage. Ah non, mais ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est... Ok. C'est que parmi les autres... Visiblement, elle a l'air d'aller bien. J'espère que le bébé aussi. Il y aurait donc une femme enceinte. Ah ouais, ça, c'était... Ah oui, d'accord. Ça, c'est... D'un coup, ça devient... Ce jour-là, on a un petit beaucoup plus grave, je trouve. Et on est focus sur notre série, notre Bible. On est en train de travailler, en train d'échanger, on se marre la gueule, comme d'hab. Et à 15h45, depuis le bureau, depuis la porte vitrée, je vois un livreur arriver. Des livreurs, on en voit souvent, il y avait toujours des livraisons. Parce que t'as toutes les marques qui font des cadeaux, t'as tous les youtubeurs qui se font envoyer des choses, et puis même nous, des fois, on se fait envoyer des trucs. Donc je le vois rentrer, et donc bon, on s'inquiète pas. L'homme porte 2 sacs avec lui, garde son casque et marche dans le couloir en observant les bureaux autour de lui. D'accord, donc il entre comme ça. Un mec qui penche sa tête dans le bureau de la production dans lequel on est, habillé en Deliveroo. Je vois pas son visage, je suis plus happé par son attitude. C'est bizarre, un mec qui rentre dans un bureau qui regarde pas les gens, il regarde plus autour comme s'il avait perdu un truc. Au même moment, Agnès et Blanche, 2 productrices qui travaillent dans le bureau à côté, ouvrent la porte et lui demandent ce qu'il vient livrer. Mais l'homme ne répond pas. Et elle lui dit ça plusieurs fois. C'est que moi, ça m'énerve. Je me dis, un livreur, il vient, il répond pas. Chat, ça me met la tension. Casa, par instinct de protection, parce que Sabrina est là, se lève et le pousse et l'amène dehors en disant, mais en fait, vous cherchez quoi? Vous cherchez qui? Agnès et Blanche s'approchent aussi de lui, ce qui semble le déstabiliser. Et il arrive à ce moment-là face à moi. Et là, il sort un calibre, il me le met en face. À ce moment-là, moi j'entends, j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Et là, le premier truc qui me vient, on est quand même chez Mixicom, je me dis, c'est un prank. Il est nul son prank, mais c'est un prank. Ouais, ah oui, bah ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que... Ah ouais, ça, c'est compliqué, évidemment. Bah ouais, les détournages, des sketchs, des idées de mise en scène et tout ça, ouais, j'imagine qu'il va y avoir plein de trucs, et ils doivent souvent se faire des blagues, et quand tu vois ça, c'est vrai que... Tu passes par différentes émotions, j'avoue que c'est particulier. Hein. Et je regarde le calibre, j'ai un doute, et je vois que le trou, il est petit. Casa regarde le flingue, il voit la sortie du flingue et dit, on dirait pas un vrai flingue. Et du coup, il fait pas ce que le mec lui demande. Il se met pas au sol, il reste figé. Et je suis face à lui et je dis, oh, je vais pas me mettre à 4 pattes. Et je me dis encore, ça se trouve, c'est un prank. Débile, mais c'est un prank. Et là, il sort une lame. Bon, là, c'est... Et là, je dis, ok, c'est pas un prank. Et là, j'ai Sabrina en face de moi qui me regarde et qui écarquille ses yeux comme ça. Et je sens que Guillaume a compris, lui, que c'était pas normal. Dans ses yeux, il y a qu'est-ce qu'on fait? Et je me dis, ok, c'est un attentat. Bah ouais. Et là, Guillaume, tout de suite, me dit, c'est pas une blague, on s'en va. T'es enceinte, on s'en va. En 2 secondes 30, je switch. Le regard de Sabrina me dit, bah en fait, tu prends ta responsabilité, t'as pas le choix. Et tout commence à être au ralenti. À ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe, on voit juste, de manière zoomée, la sortie. Je vois la porte qui est à côté, qui nous mène dans la cour. J'attrape Sabrina, je la fais passer sur le bureau. J'ouvre la porte, je sors Sabrina. Et là, je cours, mais je cours sans trop savoir ce qui se passe. Toute ma course, je pense que je vais me prendre une balle dans le dos. On court donc jusqu'à la porte cochère. Je sors Sabrina qui commence à hurler « Mon mari est à l'intérieur, il va mourir ». Ah, les stress, ça... Alors, je m'y connais pas du tout en grossesse, mais j'imagine que ça peut
ça peut vraiment jouer, quoi, avec les émotions très intenses et fortes. Donc, Les rejoignent. Seul Casa est resté dans le couloir. J'entends que la porte, elle s'est ouverte. Donc je sais que Sabrina et Guillaume, ils sont plus là. Pris de court, le faux livreur panique et se retourne, ce qui va permettre à Casa d'en profiter. Je me dis, je vais pas aller dans le bureau, parce que potentiellement, il peut voir Sabrina et Guillaume partir ou je sais pas quoi. Je vais dans le studio qui est en face. c'est très smart. Casa entre dans un des studios de tournage et se couche au sol pour pas se faire tirer dessus. Et je me dis, bon, bah s'il a un couteau, c'est sûrement un vrai calibre. Fiction. L'homme tente de forcer la porte, mais finit par abandonner. Oui, au bout d'un moment... Casa se retrouve enfermé, et à l'extérieur, Sabrina n'arrive pas à se calmer. Je sais pas ce qui se passe. Bah oui, J'ai non. abandonné mon mari à l'intérieur parce qu'il m'a pas suivi. C'est la panique totale. J'ai des contractions qui commencent. Ah, je suis voilà. pas loin de mon terme. Guillaume, il a été séparé de moi, donc je suis même pas avec mon ami, je suis seule. Moi, je tiens cette grande porte en bois avec l'espoir que mon pote sorte. Ouais. Oh putain. Et là, je vois le mec en face de moi. Il me regarde, il voit que je suis loin. Et il ferme la porte. Moi, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur. Wow. La porte est vitrée. Et là, je prends conscience que je peux rien faire d'autre que ça. Bah ouais. On va pas jouer les suicidaires, hein, ça paraît logique. Hein. Et à ce moment-là, c'est l'attente. Ouais, on appelle les services. Ah, salut Mondel. Une des productrices Ça va appelle le 17. 17 police secours, je vous écoute. Très vite, la police va trouver sa localisation et chercher la patrouille la plus proche de l'adresse. Bah ça va. Rapidement, le PC radio. Ça va, ça va. C'est une soirée React, là je réacte à une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ludoc. Et c'est une sorte de documentaire sur la prise d'otage... Putain, c'était... dans les studios de YouTube à l'époque de Cyprien Gaming, compagnie, enfin c'est assez particulier. Oui, je suis tout seul pour l'instant. On joue pas trop, on va dire, la semaine, on joue plus le week-end, perso. Donc voilà. Lance un appel d'urgence et demande aux équipages les plus proches de se signaler. Une caméra de verbalisation filme la rue, mais rien n'indique une prise d'otage. Et à quelques rues, 2 policiers municipaux à vélo répondent à l'appel. Bah je suis en train de regarder, bah ça fait quand même 14 minutes que j'ai commencé, mais... J'ai commencé à regarder. En vrai c'est intéressant, évidemment, après... Voilà, je recommence à regarder. Soit tu continues avec moi, soit tu regarderas de ton côté. Oui, j'essaie de me donner un style. Elles et sont envoyés à l'adresse pour comprendre ce qu'il se passe. Et en les attendant, Casa est toujours enfermé et cherche une solution pour sortir. Ça te fait penser à un personnage dans un manga. Bah, j'imagine qu'il n'y a qu'un seul personnage. Ça te fait penser à Gojo, j'imagine, Gojo Satoru. Suite à l'appel au 17, en quelques minutes, les premiers C'est policiers ça. arrivent sur place. C'est Gojo de Shika. Ouais, hop. C'est lui. Positionne aux 2 entrées. La prise d'otage est confirmée. Ah bah moi j'ai regardé JK, d'ailleurs il y a la saison 3 qui est en cours en ce moment. Je crois que c'est la dernière saison. Je me gourre pas. Mais les renforts spécialisés et les secours sont très vite appelés. Tous les acteurs policiers vont être appelés très rapidement, vont pouvoir se rendre sur place. Ah oui, je Les vois. de la police judiciaire sont également appelés. Les sapeurs-pompiers de Paris Comme ça au moins t'attendras pas. sont également avisés. Le préfet, bien évidemment, parce que ça se passe à Paris, est immédiatement avisé.
très vite apparaît la nécessité d'envoyer un moyen spécialisé d'intervention. Et le moyen spécialisé d'intervention à Paris, c'est la BRI. C'est quand même une dingue. Là, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, la vidéo. Et vraiment, genre, du coup, c'est un documentaire sur une prise d'otage qui se passait dans des locaux de youtubeurs à l'époque. Et vraiment, bon, déjà, le documentaire, il est ultra quali, hein, vraiment, c'est une qualité dingue. Il fait il fait vraiment, les reconstitutions sont géniales, les interviews sont vraiment incroyables aussi, sont super intéressantes. C'est un taf de malade, hein, et ça... Et en fait, je crois que ce qui me choque le plus, c'est qu'on n'ait pas entendu parler, ou vraiment très peu, en fait. Alors que pourtant, ça s'est passé dans des locaux de YouTube, quoi. La BRI, c'est la Brigade de recherche et d'intervention. C'est une unité d'élite de la police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme, les prises d'otages et plus récemment contre le terrorisme. L'assaut a été donné par les hommes de la BRI. Et ouais, mais ici, attends... Ah non, ça c'est vrai quand même, ça c'est autre chose. Le 13 novembre 2015, c'est la BRI, dirigée par Christophe Molmy, qui a lancé l'assaut final au Bataclan. Et ce 12 juin 2018, c'est aussi lui qui va diriger l'opération d'intervention au... Ah ouais, mais elle est dingue cette histoire, et en fait, on n'a pas entendu parler, genre... les youtubeurs qui travaillaient dans ces studios n'en ont pas parlé du tout. Vraiment, c'est comme si c'était passé sous les radars, en fait, genre c'est trop bizarre. 35, rue des Petites Écuries. Ouais, effectivement, après, c'est pas à en parler, mais... Je sais pas. Peut-être un tweet, peut-être qu'il y a un tweet, je sais pas, j'avoue que je regardais pas énormément les réseaux sociaux à cette époque, mais... Genre, même si eux, ils en parlent pas, c'est bizarre, je trouve qu'il n'y ait pas d'autres youtubeurs qui en ont parlé, tu sais, comme une discussion assez normale, en fait. Genre, vraiment, personne n'en a parlé, en fait, à l'époque, quoi. Alors, pourtant, YouTube, ça bombardait sur tous les côtés. Caché dans un stock, Casa va commencer à chercher une arme. Je suis comme ça, je suis à l'affût, je regarde, je vois des poids, on avait ramené quelques poids pour s'entraîner, et d'un coup, j'entends du boucan. Il se dit que Guillaume est revenu l'aider et décide de sortir. Je m'en vais, je regarde la vidéo au boulot ce soir. Voilà. Bah merci. Bah, profite aussi. Alors ouais, la vidéo, je pense que tu vas passer un bon moment. Allez, bon courage pour ton taf. Je suis en train de regarder, je dis, mais avec quoi je peux me battre contre lui, il a des armes. Donc je me retourne, je vois un vieux balai, je le prends, je garde le manche, et je sors. Dans le couloir, ah oui. Ce n'est pas Guillaume qui est face au livreur, mais un autre homme au sol. Un autre homme? Quelques minutes plus tôt, Louis, un voisin qui habite... Attends, mais il y avait deux femmes, il y avait ses amis qui sont partis, et là il y a un autre, c'est quoi ce bordel? Juste au-dessus des bureaux, descend fumer dans la cour, sans savoir ce qu'il se passe. Sabrina, Guillaume, Blanche et Agnès sont ok, elles sont sorties. À ce moment-là. Dans la cour, la porte s'ouvre, le livreur demande alors à Louis de l'aider avec ses sacs. Il rentre, et une fois dedans... Oh putain, c'est pas de chance, super. Voilà, tu veux faire une bonne action et tu te retrouves face à un cinglé. Inconscient. Et c'est là que Casa arrive avec son balai. Ok. Lui, il est au sol KO. Et il y a le gars avec la lame levée. Et il va se manger un coup de lame. Super. Donc j'ai le balai et je cours en l'insultant. Wesh. Là, je suis face à lui, il recule, je lui jette dans le casque. Ah, il fait... Nulle part, il va sortir une sorte de cric. Mais c'est quoi ce bordel? Attendez, mais comment ça, on en a pas entendu parler? Attends, mais c'est de singerie, attends, c'est... Vraiment, en plus, la reconstitution, elle est incroyable. C'est quoi ce boss? C'est quoi ce bazar? Là, moi, je me m'engage, je me prends pour Mike Tyson, tu sais, je me dis, ouais, je vais esquiver cette... Oh, il y a quand même un peu d'humain, mais vraiment... Bah ouais, mais... Tu vas me faire très gaffe, une barre de cric, ça fait... Et lui, tape là où je vais esquiver, donc il bon, ma tête où il va... Je sais pas, je pense que la reconstitution du combat, ou plutôt de la défense, c'est la défense... Bon, je pense pas si elle était tant véridique que ça. Bah, je sais rien, mais en tout cas, c'est cool, honnêtement. Mais après... Ouf. Ouais, ça fait tellement...
Donc là, je suis un peu KO, je sais pas ce qui se passe, et il est en train de m'arroser. Et ça pue l'essence. Wesh, mais... Et donc je vois il m'arrose, donc je me lève, ça me donne encore un plus de jus, je recule, je vais dans le bureau, et là il cherche son briquet. Comment ça? Il va cramer un mec comme ça, genre? Mais c'est quoi ce malade? Il le sort. Mon cœur il bat à 2000. C'est simple, avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle. J'ai une banane flambée. Ouais. Je me mets contre espèce d'armoire en bois qu'il y avait. Je me pousse contre l'armoire et je pousse de toutes mes forces. Je glisse vers lui, le briquet. Mais attends, mais il y a des vidéos. Il tombe. Là, il est par terre, donc je fonce vers la porte. Et moi, je vois le loquet du haut et le loquet du bas. Ah bah oui, c'est le mec. Les deux, et j'ouvre la porte, je la casse en fait. Ah ouais, mais... Et là, j'entends une énorme détonation. Je me dis, putain, il vient de tirer sur mon pote, tu vois. C'est la première chose à laquelle je pense. Ouais. Et je me dis, il a eu besoin de moi et je suis pas allé le chercher, tu vois. Ouais, mais... À quelques mètres, Sabrina a été prise en charge dans un hôtel, mais elle n'arrive toujours pas à se calmer. À ce moment-là, j'ai besoin de prendre les choses en main parce qu'en fait... Enceinte, hein, c'est compliqué. Hein. Enfin, moi, ma manière d'accepter, c'était, je me suis dit, bon, accepte qu'il est mort, accepte que c'est fini, parce qu'en fait, j'étais dans un tel état de panique, il fallait qu'à un moment donné, j'accepte le deuil pour avancer. Moi, je me voyais déjà rentrer et dire à mes enfants, bon, bah... Oh, pardon. Ça me fait un peu de peine parce que je trouve ça triste, excuse-moi. Ouais, mais ça s'appelle c'est un rire jaune. Je reprends, excuse. C'est un rire jaune, c'est pas... On rigole parce qu'on sait pas comment réagir. Hein. D'un seul coup, sur l'autre porte cochère, je vois Kaza qui sort. Je suis plein de sang avec l'arcade pété. J'ai les godasses pleines d'essence, parce que vraiment, il m'a aspergé, je suis plein d'essence. Et je glisse et je tombe. Je vois Guillaume, je crois, il me semble, de loin. Tout de suite, je cherche Sabrina. Je me dis, où est-ce qu'elle est, Sabrina? Où est-ce qu'elle est? J'entends que peut-être quelqu'un est sorti et qu'il a un t-shirt blanc. Et on me dit, elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc, dès que j'arrive, je vois Sabrina qui tombe à mes pieds. Et elle est en sanglots, elle explose, tu vois. Et elle me dit, je crois que t'allais mourir, etc. Elle était en pleurs, la pauvre. Et du coup, je l'enlace et là, je sens qu'il sent l'essence. Donc, je comprends l'ampleur et je comprends que là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Ah oui, non, mais là, c'était... Et à partir de là, on est pris en charge et on est escorté dans une ambulance pour être emmené à l'hôpital. Ouais, ok, d'accord. 16h02, du coup, là. Tellement précis, c'est super bien fait, hein. Très vite. Je sais pas, je pense qu'il y a d'autres vidéos, mais intéressantes à regarder de ce youtubeur. Où se sont réfugiés ceux qui ont réussi à sortir quelques minutes plus tôt. Ce qui est important dans ce genre d'opération, si vous voulez, c'est faire d'abord le point lorsqu'on arrive pour avoir toutes les informations utiles. Dans ces conditions-là, on monte un plan et on regarde où se trouve l'endroit, de manière à cerner le bâtiment, et aussi la topographie des lieux. Depuis la cave de l'hôtel, un officier de renseignement va alors parler avec les témoins pour recueillir le maximum d'informations. Moi et Kaza, on fait le plan de dessus. On lui dessine le plus détaillé possible tout ce qu'on connaît de Mexicom. Ce qu'on a besoin, c'est des plans, c'est la description des lieux à l'intérieur, s'il y a des armes, comment se conduit le preneur d'otages, comment il est habillé, des choses qui vont être utiles sur l'intervention, parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes. Hein. Un premier plan est dessiné et la BRI est vite confrontée à un problème. Toutes les vitres extérieures dans la cour sont teintées. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que quand t'as plein de vitres teintées, quand tu veux faire une intervention, c'est vrai que c'est pas... Ça rajoute vraiment beaucoup de soucis. Hein. La prise d'information dans n'importe quelle intervention, je pense pour moi c'est le plus important. Et quand tu vois que tu n'as aucun champ visuel, ton champ visuel est bloqué par n'importe quel... par exemple pour des vitres teintées, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus... Vitres empêchaient de voir à l'intérieur, ce qui rendait délicat l'intervention, puisqu'on pouvait nous voir sans qu'on voit les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc, c'est ça. En termes de surprise, c'était pas évident. Clairement. Depuis la cour, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Dehors, la BRI encercle le bâtiment. Et dedans,
Le preneur d'otage menotte Louis, genou au sol, avant de l'asperger lui aussi d'essence. Oh putain. Je suis alerté aux alentours de 16h. Je me présente sur l'intervention à 16h12. À l'origine, les sapeurs-pompiers interviennent pour prendre en charge Casa, qui est blessé à l'arcade. Mais en discutant avec lui, ils réalisent qu'il y a de l'essence partout dans les locaux et qu'ils vont devoir réagir très rapidement. Le risque avec un liquide inflammable, c'est la création de poches de gaz qui pourraient à tout moment s'enflammer, mais pire même exploser en fonction de la concentration et du mélange avec l'air. À tout moment, il peut allumer son briquet et faire exploser le bâtiment. Ouais, mais surtout qu'en plus, le bâtiment est relié à d'autres bâtiments, s'il y a de la tuyauterie, tuyaux de gaz et autres, ça peut vraiment faire une grosse réaction en chaîne. Hein. Le gaz et l'électricité des locaux sont donc coupés pour éviter toute étincelle, provoquant une explosion. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Pour éviter tout risque, le périmètre de sécurité autour de Mixicom est élargi. Et la BRI commence à positionner ses différents officiers autour du bâtiment. La première chose à faire, c'est de se mettre en position, en place. Par exemple, mettre une colonne d'assaut immédiatement en position pour pouvoir réagir à n'importe quelle situation. Une première colonne se positionne devant l'entrée du 45 et une deuxième au 47. Ok. Et entre les deux portes, des tireurs haute précision entrent dans les boutiques et se positionnent aux fenêtres avec vue sur la cour. En gros, c'est eux qui vont être nos yeux au départ pour nous dire qu'est-ce que fait le preneur d'otages et combien il y a d'otages et ce genre de choses. Et une fois tout le monde en position, le négociateur de la BRI entre dans la cour et prend la place des policiers municipaux derrière une des voitures garées. J'ai fait le choix de le remplacer à l'endroit exact où il se trouvait, derrière une voiture dans la cour. Et ça pour pas modifier la... Ça doit tellement être dur d'être négociateur, vraiment, dans tellement de choses, ça doit être tellement dur. Faut savoir parler calmement, correctement, bien s'exprimer, ne pas bafouiller, faut faire parce qu'on sait pas comment la personne en face peut réagir, c'est tellement dur. Non, pour moi, les négociateurs, ils maîtrisent la langue de Shakespeare à la merveille et à la perfection. Ah, je vous jure. Dynamique de communication qui avait été mise en place avec lui. L'objectif, découvrir qui est vraiment ce faux livreur, quelles sont ses revendications et pourquoi prendre cette agence pour cible. Est-ce que c'est un haineux? Quand on arrive sur place, on ne peut pas envisager délibérément un assaut sans se donner la chance d'une négociation. Dans ce type de situation, la négociation se fait toujours en équipe. Un négociateur de contact, celui qui parle avec le forcené. À côté de lui, un négociateur de soutien qui analyse, conseille et surveille l'état émotionnel du preneur d'otage. Et un psychologue qui évalue sa dangerosité en analysant son comportement et sa personnalité. Effectivement, c'est super dur, je sais pas comment ils font. Et le 12 juin 2018, c'est Nicolas qui va être en contact direct avec le preneur d'otage. Pascal, à côté de lui, sera en soutien. Et enfin, Sandrine tiendra le rôle de la psychologue. Ok. C'est eux qui étaient présents au Bataclan et à l'Hypercacher en 2015. Aujourd'hui, les preneurs d'otages se sont acculturés à demander à parler avec un négociateur parce qu'ils savent que leur point de contact, ça va être le négociateur. Et dès les premiers échanges, le faux livreur va demander à se faire appeler par le prénom Chris. Et le négociateur va essayer de l'apaiser pour comprendre ce qu'il veut. La personne, à chaque fois, elle a besoin de verbaliser. Donc on doit être très dans l'écoute. Donc on laisse la personne s'exprimer, ce qui a pour but de faire baisser la tension et de faire baisser l'agressivité. Mais petit à petit, il va poser des questions de plus en plus bizarres. Oui. Oui, c'est juif. Et plus la discussion avance... J'avoue, c'est... Ah, si ça commence à parler... J'ai mis ce clic. iPod. Ce qui a pour but... J'ai fracassé une de mes touches de souris. De faire baisser la tension et de faire baisser l'agressivité. Mais petit à petit, il va poser des questions de plus en plus bizarres.
Ouais, mais s'il commence à poser des questions par rapport à toute la religion chrétienne, c'est vrai que c'est... Et plus la discussion avance, plus le preneur d'otage va devenir agressif. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Tu vois quoi, que... Il se considère comme Judas, comme un traître Je comprends pas pourquoi au départ il insiste pour communiquer avec moi dans la cour. Parce qu'au départ il veut que je reste dans la cour et que je continue à communiquer avec lui. Au bout de quelques minutes, il aperçoit les snipers aux fenêtres et s'énerve de plus en plus. Ok, et à ce ouais. moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent Il est instable. pas, coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Chris est de plus en plus tendu, ce qui pousse la BRI à reculer pour protéger l'otage. Il est déterminé, il est motivé, il est très agressif, il fait ce qu'il veut. Les tireurs haute précision s'écartent alors des fenêtres et le négociateur propose de continuer à discuter au téléphone. Je lui ai demandé de me communiquer un numéro de téléphone qu'il m'a donné et juste avant de couper le contact, il m'a dit « Moi je suis un soldat de la République islamique d'Iran. Il va falloir que tu retiennes quelque chose avant de me rappeler au téléphone. » C'est à ce moment précis qu'on commence à comprendre pourquoi il est entré dans Mixicom. Ok, oui, d'accord, ok, je comprends. Il a besoin de diffuser des vidéos et pour ça, bah, il va voir les plus gros youtubeurs de France à cette époque-là. Avec dans ces vidéos-là des revendications assez particulières. Et en remontant son numéro de téléphone, la BRI va découvrir sa véritable identité et comprendre que c'est pas la première fois que la police a affaire à lui. Ok. Le négociateur rentre dans l'hôtel pour continuer la discussion au téléphone. On réquisitionne une chambre d'hôtel où le groupe négociation se met en place. La BRI lance le profilage du forcené et une nouvelle question se pose. Est-ce que c'est terroriste ou pas? C'est la première question qu'on a. Il a plus qu'un gros calibre là. Enfin, qu'un petit calibre. En 2018, nous sommes encore dans une période qui reste profondément marquée par les attentats terroristes. C'est vrai que... Charlie Hebdo, la menace d'un nouvel attentat pèse toujours sur la capitale. Un mois plus tôt, dans le quartier de l'Opéra, un terroriste d'origine tchétchène tue au couteau un homme et blesse 4 personnes. On a tellement vécu ces moments-là que forcément, quand on a une prise d'otage, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir à l'esprit. Quelles sont les motivations et quels sont les ressorts du preneur d'otage? Ouais, mais après, ouais, mais c'était logique à cette période-là. Avec le numéro de téléphone que le négociateur a récupéré, la BRI retrouve donc son identité. Et contrairement à ce qu'il a dit au négociateur dans la cour, Chris n'est pas son vrai prénom. Il est né en 91 et a donc 26 ans. Et son domicile n'est pas connu par la police. Donc on essaye d'avoir des éléments auprès de la famille, auprès des proches, des voisins. On interroge différents fichiers pour essayer de cribler la personne, de mettre à jour sa personnalité. Ça doit nous aider à avoir un profilage finalement de l'individu, savoir s'il est connu, d'où il vient, et en fonction de ses antécédents, de déterminer si on a déjà un profil qui peut présenter des signes de radicalisation. La police va avoir accès à plein d'informations sur le preneur d'otage, comme son profil médical, son profil psychologique s'il en a un, et surtout un accès à son dossier pénal pour voir s'il a des antécédents judiciaires. Et un an plus tôt, en 2017, il découvre qu'il a déjà été arrêté pour avoir brûlé un camion pendant les émeutes de Bobigny, dénonçant les violences policières dans l'affaire Théo. Que déjà on voit à peu près à qui on a affaire, donc finalement au fond c'est quelqu'un qui RTD. a un profil, mais qui finalement quand on le met dans le contexte de l'époque est déjà un profil d'incendiaire quand même. L'homme est donc connu des services de police, mais il n'est ni fichier S, ni recensé au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et donc là, la situation, elle n'est pas claire pour la BRI. Le preneur d'otage se prétend soldat de la République islamique d'Iran et veut se faire passer pour un terroriste, mais au téléphone, ses revendications vont avoir de moins en moins de sens. Les premiers éléments qu'on avait de son discours nous ont assez inquiétés, dans le sens où il était assez décousu et il semblait pas très cohérent.
Il est presque 17h, bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par cette toute dernière information. Un forcené est retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Prise d'otages serait en cours rue des Petites Écuries. Une information évidemment à prendre avec beaucoup de précautions. Un homme serait actuellement retranché dans le 10e arrondissement. À partir de 17h, les premières chaînes de télé commencent à relayer l'information et les premiers médias communiquent sur la prise d'otages. On en vient maintenant à ce qui se passe en ce moment dans le 10e arrondissement de Paris. Un forcené est retranché actuellement. Nous sommes en direct sur Brut, sur Facebook Live, à proximité donc de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Petit à petit, le plan du preneur d'otages se met en place. Quand on a affaire à des individus qui sont dans ces situations-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent c'est le mobile essentiel. Les dernières négociations au Bataclan, c'était aussi la revendication des preneurs d'otages. Dans le dernier corridor, c'était d'avoir les médias. Il est venu avec de l'essence, parce qu'il a aspergé Casa avant qu'il puisse s'enfuir. Donc quand il a séquestré ce voisin, il avait déjà une méthode qui était prête. Tu viens pas dans un établissement avec de l'essence comme ça, surtout quand tu viens faire une prise d'otage, tu vois. Parce qu'on rentre pas chez Mexicom par hasard. C'était une petite société cachée dans une cour intérieure, derrière une grande porte. Pour moi, il savait exactement où il allait. Oui. Ce gars-là, il voulait simplement choper un de ces gros youtubeurs et le filmer en direct sur sa chaîne pour faire une énorme dinguerie, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est une possibilité. Waouh, putain, on aurait pu. Oh là 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 là. Dans un monde parallèle, on a littéralement un des youtubeurs de France qui, littéralement, se fait cramer en live. Une fois dans l'hôtel, le négociateur appelle donc le preneur d'otages sur son téléphone. Et la conversation avec lui va devenir de plus en plus bizarre. À chaque appel avec le négociateur, l'homme prend le téléphone et va dans le couloir. Très rapidement, on se rend compte que le discours n'est pas du tout cohérent et il est quand même très ancré autour d'un délire de persécution. Pour sa première requête, le preneur d'otages demande qu'on contacte l'ambassadeur d'Iran pour lui remettre une lettre à donner au gouvernement français. Une demande qui nous paraît un peu étrange. Les forces de l'ordre qui ont pu établir un contact avec le forcené qui demande pour le moment à joindre l'ambassade d'Iran. Il dit vouloir remettre une lettre à cet ambassadeur pour que cette lettre soit remise au gouvernement français. Et peu à peu, ces revendications vont prendre une direction étrange. Il est dans un délire de complot juif. Il nous explique que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'au président de la République qui lui est juif. Super, de l'antisémitisme. Il va alors commencer à mélanger plusieurs théories et devenir de plus en plus incohérent. Au fil des appels, il est dans un délire absolu, un délire paranoïaque. Il nous parle d'affaires avec Ziad, Théo, l'affaire de Nordal-Lelandais avec la petite Maëlys. On a le sentiment ouais, date celle-là. une injustice, mais avec des idées qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité. Nous, ça commence aussi à nous inquiéter parce qu'il n'y a rien de construit dans sa manière de s'exprimer et dans ses idées. Il va alors expliquer que le monde est contrôlé par une élite en listant plusieurs détails cachés dans les médias et au cinéma pour le prouver. Par exemple, pour lui, sur l'affiche de La Planète des Singes, sortie quelques mois plus tôt, l'actrice blonde en arrière-plan, c'est en réalité la petite Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. Quoi? Ah ouais, c'est... Oh. Je vais essayer de pas rire, quoi, parce que c'est des affaires graves, hein, une fille morte et fillette morte, enfin il n'y a pas de mal de choses, mais c'est quand même, c'est sacrément particulier, on peut se le cacher, le gars, voilà, il a besoin d'aide, on va dire, clairement, il a besoin d'aide. Ça, c'est un grand thème, l'idée qu'une organisation secrète s'amuserait, en fait, à laisser des signes de leur présence, des traces, pour pouvoir communiquer entre eux, ou ouais, ça me rappelle vraiment l'époque des Illuminati et des reptiles. Hein. Pour marquer leur territoire, leur domination. Il y a une grande méfiance aussi de sa part, et il a le sentiment qu'on veut toujours le manipuler. On est vraiment face à une personne qui a des troubles psychiatriques importants, et du coup, on voit que la négociation... Paranoïaque de fou, de prise. Le
preneur d'otage refuse donc toute discussion et continue de menacer Louis, toujours imbibé d'essence. Et depuis l'hôtel, à court d'options, les agents de renseignement de la BRI tentent leur dernière chance et ils vont lancer le profilage du preneur d'otage. Très vite, ils réussissent à retrouver son profil Facebook. Avant de tomber sur son profil Twitter, super la photo de profil, où il envoie plusieurs fois dans la même journée une vidéo à des personnalités politiques ou à des médias. Elle pense c'est qu'il veut montrer quelque chose qui fascine, qui heurte le grand public. Et l'idée, c'est de vouloir montrer au monde à quel point le monde est trahi, le monde est persécuté et qu'on nous cache la vérité. L'une des motivations du complotisme, c'est effectivement de se présenter en situation héroïque. Le judaïsme politique est la source de nos malheurs et a détruit nos valeurs. Ok. De celui qui a compris comment ça fonctionne. Bah, il reste toujours dans... Il reste toujours dans antisémitisme. Dans cette urgence-là, on a... Alors, ouais, tout a changé, tout doit changer. Bâtissons une nouvelle république. J'invente des histoires, je fais des vidéos, je dessine, j'adore le Japon. Et j'aimerais être un adulte un jour. Envie de le dire au monde entier, oui, ça, utiliser tous les moyens possibles de communication, les réseaux sociaux, pour dire à tout le monde ce que la presse, le système, les puissants ne disent pas et ne veulent pas voir révéler. N'ayant pas de réponse sur ses réseaux sociaux, l'homme a donc fini par passer à l'acte en ciblant cette fois une agence de youtubeurs. Ah. À la base, lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était rentrer dans les bureaux, séquestrer soit Norman, soit Cyprien. Il pensait que ça serait aussi simple que ça, parce que c'était les bureaux de la production. Et l'attacher sur une chaise et l'imbiber d'essence, et en fait, lui mettre le feu en direct sur sa chaîne et le filmer. Ouais, oui, d'accord. Ils comprennent alors qu'ils sont face à un homme prêt à tout. Tout ça, ça donne du renseignement et ça va être dirigé vers le négociateur qui, lui, va pouvoir avoir au fur et à mesure l'idée de ce qui se passe et comment pouvoir après appréhender une négociation vis-à-vis d'un preneur d'otage. Est-ce qu'on va prendre le temps de discuter avec lui et on sait qu'avec le temps, peut-être qu'il va commencer à céder? Ou est-ce qu'on sait que l'individu est totalement déterminé, qu'il est embrigadé dans sa lubie de prise d'otage et que du coup, on sait qu'il va y avoir une intervention? Avec tous ces renseignements, les négociateurs vont discuter avec la psychologue de la BRI aussi présente dans la chambre, et ce qu'elle détecte va tout changer. Au fil de ces appels, on a compris qu'il y avait une pathologie assez lourde et que la psychologue nous parle de paranoïa. Ouais, ce qu'on appelle schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a un délire de persécution, mais qu'il y a une incohérence dans la pensée. On voit qu'il passe vraiment du coq à l'âne, qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un discours construit. Dès les premiers échanges au téléphone, elle comprend qu'il y a un souci. On entend que parfois il est assez calme et puis tout d'un coup il y a un état émotionnel très fort. Il passe d'une émotion à une autre très rapidement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, pas de contenance possible. C'est très compliqué de négocier avec quelqu'un de paranoïaque puisque tout ce que vous dites est interprété. Et c'est ça qui rend compliqué la négociation. La piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas un fanatique, mais un déséquilibré. C'est ça. Des revendications effectivement islamistes, mais qui n'ont ni queue ni tête. Et donc, oui, voilà, en fait, il dit ça, mais en fait, il n'a aucune accroche avec ces personnes, en fait. Cet individu est quelqu'un qui est déséquilibré. Un élément qui semble se confirmer, c'est qu'il n'y a pas de dimension terroriste. Et à ce stade, la piste terroriste est écartée pour cette prise d'otage. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe parce que ça peut être simplement un déséquilibré mental. Mais paradoxalement, ça va rendre la négociation et l'intervention encore plus risquées. Quand vous avez affaire même à un terrorisme, quelqu'un de même résolu et même prêt à mourir, mais qui est censé, vous pouvez négocier, vous pouvez engager une discussion, vous pouvez essayer d'établir quelque chose. Quelqu'un qui est déséquilibré mentalement, c'est pas possible. Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Surtout que la BRI va découvrir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul otage, mais deux. Oh putain. Oh, c'est une blague avec quelqu'un d'autre. À 15h45, quand le faux livreur marche dans le couloir, il passe à côté de plusieurs bureaux.
Celui d'Agnès et Blanche, les deux productrices qu'on a vues plus tôt, mais aussi celui de Tiffany, en plein montage d'une vidéo à ce moment-là. À cette époque, la porte du bureau est souvent fermée pour travailler dans le calme. Et quand Tiffany entend l'homme crier et se battre, contrairement aux autres, elle va pas réussir à sortir, les fenêtres du bureau étant restées fermées à clé ce jour-là. Cachée derrière un meuble, elle va réussir à contacter son copain, et avec ses indications, elle va avoir, sans le vouloir, un rôle clé pendant cette prise d'otage. Là, c'est une source de renseignement inestimable, cette personne peut... Ah oui. Oh putain, oh la vache, c'est trop... Ah oui. Mais incroyable. Très courageuse cette dame. peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve Wow. l'otage, quelle est la situation à l'intérieur, tout en essayant de garder à l'esprit qu'il faut qu'elle ne prenne pas de risque. Le preneur d'otage n'ayant pas ouvert son bureau, il ignore qu'elle est là, à quelques mètres de lui. Le preneur d'otage, on n'en avait pas conscience, mais ça faisait en réalité 2 otages potentiels. À ce moment-là, pour réussir leur plan d'extraction, sa présence dans les locaux doit absolument rester secrète. S'il est branché sur des chaînes d'information à la télé et que là aussi la présence des médias donne trop d'informations au preneur d'otage, ça peut induire chez lui une réaction qui n'était peut-être pas celle prévue initialement. C'est simple, si l'information fuite dans les médias et que le preneur d'otage la prend, elle court un énorme risque. Ah oui. Ces dernières informations, un homme serait actuellement retranché. Il retiendrait 2 otages. Pour l'instant, donc, nous avons confirmation qu'il retient. J'adore les médias. 2 personnes. 2 personnes en otage au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Ah mais il y a un épisode 2. Putain, j'avais pas vu. Bon bah on va rater l'épisode 2 hein. Putain mais les médias. C'est une... en fait, le plus grand ennemi des équipes d'intervention, c'est les médias. Hein. C'est quoi ça? Si ça fuite, elle écrit, elle court un grave danger. 2 otages, elles sont pris. Wow. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Ah ouais, bah oui, là, faut intervenir direct, sinon il va faire une dinguerie. Hein. Dans le prochain épisode, le compte à rebours est lancé et la moindre erreur peut tout changer. Il y a des vapeurs d'essence là qui se développent depuis un moment. Si vous mettez... C'est parti, on continue. 44, le 12 juin 2018, ce qui devait être une simple réunion d'écriture pour Casa, Sabrina et Guillaume bascule soudainement dans l'horreur. Une prise d'otage serait en cours rue des Petites Écuries. Un homme déguisé en livreur et Guillaume, Yves Asperger, qui a quand même identifié Cyprien, la BRI, les sapeurs-pompiers. Bon, il peut faire agressif. La situation dans un bureau voisin. Cette personne peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve le preneur d'otage, quelle est la situation à l'intérieur. L'information fuite alors dans les médias et met en danger toute l'opération. Clairement. Dans cet épisode, on va suivre en temps réel l'opération de la BRI avec tous les intervenants. C'est tellement cool. Il y a des vapeurs d'essence là qui se développent depuis un moment. Si vous mettez des relats de munitions, il y a un risque d'exploser. Après 4 heures de négociation, la moindre étincelle peut tout faire exploser. Le compte à rebours juste... C'est le bordel. Jusqu'à l'assaut final est lancé. Faut lui tirer dessus avec un pistolet à billes. Épisode 2, du coup. Le dernier, j'imagine, l'assaut. Dès le début de cette enquête, je voulais pouvoir reconstituer la prise d'otage en entier. De l'attaque du forcené à l'assaut de la BRI que vous allez voir dans cet épisode. Avec le témoignage des différents intervenants, j'ai pu reconstituer minute après minute ce qui s'est passé en reconstruisant à l'identique le bureau des otages. Et sans le soutien de notre partenaire Trade Republic sur ce projet, je n'aurais pas pu avoir cette liberté de création. D'où elle sortait, j'en profite partenaire de cette série documentaire. Félicitations pour ton partenariat commercial. À 17h12 donc, le preneur d'otage est toujours en contact avec Nicolas, le négociateur. La BRI a installé son QG dans un hôtel à quelques mètres, sous les ordres de Christophe Molmy. Des snipers placés aux étages qui donnent sur la cour sont supervisés par Georges Salinas. Et les pompiers sous le commandement de Franck Bonnier se préparent à intervenir. Le risque principal, il faut bien leur dire, c'est le risque d'explosion. Ça va être caution, les gars. À l'intérieur, comme on l'a vu dans le précédent épisode, il y a donc les différents studios de l'agence Mexicom, comme celui de Cyprien Gaming ou le décor du show jaune.
Et juste en dessous, dans les bureaux, le preneur d'otages a menotté et aspergé d'essence Louis, un voisin venu aider. Ce que l'on sait, c'est que ce... Super. Bah moi, il est venu aider et il se retrouve, le pauvre. Occupant de l'immeuble. Et à côté de l'entrée, le dernier bureau servant de salle de montage, où se trouve Tiffany, bloquée depuis 1 heure, les portes donnant sur la cour étant fermées à clé ce jour-là. Blottie dans un coin de la pièce, elle réussit à envoyer des messages à son petit ami qui a rejoint la BRI dans l'hôtel à côté. Et elle va alors avoir, sans le vouloir, un rôle clé pendant cette prise d'otage. Mais pour que ça marche, le forcené ne doit surtout pas apprendre son existence. Le preneur d'otages n'en avait pas conscience, mais ça faisait enrayer 2 otages potentiels. Mais très vite, les médias vont faire fuiter l'info. Il retient 2 personnes. Le Les médias. bouclé. Ouais, On vous aime. À la télé ou sur Internet, la plupart des médias vont partager des informations capitales de la prise d'otage, sans penser une seconde aux conséquences. Montrer en direct ce qui se passe et donner du renseignement à nos ennemis, et les otages, on les met en danger quand on fait ce genre de choses. C'est pas normal. En fait, un média devrait pas être en danger, quoi. Oui, clairement. Actuellement retranché, il retiendrait donc 2 otages. C'est de l'info en continu. Donc la moindre information, elle est projetée tout de suite dans les médias. Et tout de suite, ils font du sensationnel. Et ils mettent en danger absolument tout le monde. Et surtout, ils mettent toute ta famille dans un état de stress absolu. La pression du direct et la course au scoop étant tellement élevée, certaines informations sortent sans même avoir été vérifiées. Par exemple, Sabrina, qui est enceinte de 8 mois, elle est sortie à 15h50 des bureaux avec Guillaume. Et dans les médias, à 17h32, donc plus d'1h40 après, les journalistes continuent de dire... Ce qui est plus préoccupant, c'est que parmi les otages, il y aurait donc une femme enceinte. Et comme dans la... Mais vous savez, vous pouvez attendre avant de dire des bêtises, s'il vous plaît, les gars. Attendre, enfin, c'est patienter, genre laissez faire les... Laissez la BRI faire son job et... Ouais, 2 minutes, quoi, putain. Il est impossible de prévenir sa mère qui regarde la télé chez elle. Elle Yes. sait que moi, elle sait que je suis dedans, elle entend que je me fais frapper alors que je suis à 8 mois de grossesse. C'est la panique totale alors que moi, à ce moment-là, je suis même plus à l'intérieur. Ah oui, non mais... Oh là là... Moi, j'ai même pas été frappée, surtout. Ouais, non, elle a réussi à sortir... Sa mère essaye désespérément de l'appeler, mais personne ne décroche. Elle est impuissante, elle peut pas me contacter, elle peut pas me joindre, elle sait pas où je suis, et moi-même, je peux rien faire à ce moment-là. En direct, personne ne sait ce qui se passe vraiment. Il y a un doute notamment sur le nombre d'otages. Les seules informations qui sont donc confirmées... Bah oui, aussi, vous dites tellement de choses qu'au bout d'un moment... Un homme serait retranché avec 3 personnes qu'il retiendrait en otage. Il faudra bien sûr vérifier, il y a peut-être plus de personnes encore dans ces bureaux, certaines personnes peut-être cachées. Il faut intervenir des témoins qui ne savent pas non plus ce qu'ils racontent. Écoutez, je sais qu'en bas, il y a une agence de mannequins, donc ça peut être que là. Et plutôt que d'assumer que la situation est floue et qu'il manque d'informations, tout est mélangé jusqu'à se contredire en direct. Confirmation qu'une autre otage, une femme enceinte, elle aussi réussit à prendre la fuite. Alors ça n'est pas ce qu'on a nous pour l'instant. Leur gimmick c'est... Oui, bah peut-être que si c'est parce que vous avez écrit là autre chose, peut-être qu'il faut arrêter de parler et attendre. Je sais pas. Premier sur l'info. Mais on devrait pas être premier sur l'info. On devrait juste avoir la bonne info. Voilà. On est premier sur l'info, mais c'est quoi, c'est un concours d'anecdotes? C'est quoi ce bordel? Pas la première fois que ça arrive. 3 ans plus tôt... Ouais, mais non, mais frère, ouais, je le dis, hein, on a les pires médias de toute la planète aussi, frère. Ils racontent tous des bêtises, ils s'en foutent, c'est... Oh là là, je sais pas comment ça se passe sur les plateaux télé. En 2015, alors qu'on est en pleine prise d'otage à l'hypercachère, BFM dévoile en direct la présence d'otages cachés dans la chambre froide. Il y a une personne, une femme, qui se serait cachée Mais c'est quoi ce bordel? Mais dans une chambre froide et qui serait encore à l'arrière de l'établissement. À l'hypercachère, on avait quand même des journalistes qui avaient annoncé le début de l'assaut avant qu'il se produise, alors que Koulibaly suivait les infos et qu'il avait des explosifs qu'il aurait tout à fait pu enclencher, donc on aurait pu être tué sur l'assaut. C'est génial, hein, vraiment j'adore. Moment, les brigades d'intervention encerclent véritablement le magasin hypercachère. Il n'y a pas de journaliste qui vient filmer une opération à cœur ouvert extrêmement importante, même si elle va faire le buzz, parce que c'est une première mondiale. On laisse les spécialistes travailler, voilà. Se concentrer sur leur objectif et pas forcément parasiter. Voilà, merci, ça se voit qu'il a la haine. Hein. Ça se voit que il est en travers de la gorge, et ça a dû arriver plusieurs fois. Le plan médiatique de cette prise d'otage provoque une énorme polémique et BFM est attaqué en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais 3 ans plus tard, rien n'a changé. Ouais, non, rien n'a changé.
Le périmètre est agrandi. Bien souvent, c'est vrai que quand le périmètre est agrandi, c'est qu'une action est imminente. On est dans le voyeurisme. Mais dites rien. Et je pense qu'il faut être un peu Bon, je vais arrêter de faire poser par les mal des médias. responsable. On doit penser quand même à la vie des gens, tout simplement. Il faut toujours penser que derrière, le preneur d'otage lui-même peut suivre ces informations. À 18h37, CNews diffuse une vidéo filmée par des voisins dans la rue qui montre les 2 colonnes de la BRI positionnées devant l'entrée. Bah génial. Merci CNews. Hein. Toujours dans les bons coups. Tout en précisant 12 minutes plus tard qu'il faut pas le faire. Les consignes sont les mêmes que ce soit pour une prise d'otage ou pour un événement. Pas relayer des rumeurs, de ne pas expliquer où sont les forces de l'ordre, comment elles bougent, si elles bougent. Je leur avais demandé si c'était possible de faire un différé l'information de quelques minutes, nous ça nous suffit. Et ils nous avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient eux-mêmes poussés par les réseaux sociaux. Mais c'est pire encore maintenant. Mais comment ça, ils étaient poussés par les réseaux sociaux? Intervention bas de chez moi, rue des Petits Écuries, la BRI, sur place. Ouais. Faut être honnête, on fait aussi partie du problème. Que ce soit sur une chaîne en direct ou sur Twitter, Instagram ou autre, Ouais, bah oui, le évidemment. preneur d'otage peut le voir passer. On est arrivé à un moment... C'est... Elle est incroyable. Vraiment, les 2 vidéos sont incroyables. Ça vraiment, la deuxième vidéo, elle parle vraiment du problème des réseaux et des médias mélangés, en fait, sur des interventions très risquées. Le mini-buzz que tu peux t'accaparer fait que tu oublies toute décence. Je pense que Ouais. quand ils publient, ils ont l'impression d'informer les gens, ce qui est génial sur plein de choses. S'il y a Oui pas et non, des en gens fait. qui filment le flic en train de tuer George Floyd, il n'y a pas d'affaire George Floyd. Seulement, il y a des situations, et en l'occurrence des prises d'otages, t'informent vraiment le gars, en fait. Mais ça, je pense, c'est de l'éducation. On n'est pas éduqué. Moi-même, j'aurais peut-être fait cette erreur, donc j'espère qu'en voyant ce documentaire, on fera tous un peu plus attention à l'avenir. Donc, d'arrêter. Voilà, si vous voyez cette vidéo, bon, voilà. Faut qu'il y ait le moins d'infos qui fuitent pour protéger l'intervention. Ne relayez pas les fausses rumeurs, intervention de la préfecture police en cours, hashtag Paris, suite à une prise de... Mais très souvent... Plus de retweets, s'il vous plaît, sur ce genre d'action. C'est pas la seule raison. Quand on a affaire à des individus qui sont dans ces situations-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent c'est le mobile essentiel. On a affaire à des gens qui viennent pour porter un message. Je vois fondamentalement pas l'intérêt de les aider en propageant ce message. Dans sa discussion avec le négociateur, le preneur d'otage parle notamment de l'affaire Mera. Il a dit « Je m'appelle Chris et je fais ça pour Mohamed Merah et pour aller à l'ambassade d'Iran. » En mars 2012, Mohamed Merah tue 7 personnes et se filme avec une GoPro pour partager les vidéos sur Internet. Une clé USB contient 25 minutes d'enregistrement vidéo, une copie des images tournées par Mohamed Merah au cours de ces tueries. Et 6 ans plus tard, le preneur d'otage de la rue des Petites Écuries semble avoir la même méthodologie. Il veut alors révéler au monde plusieurs complots en diffusant ces vidéos. Il a une demande qui est récurrente à chaque appel, c'est de vouloir diffuser une vidéo qu'il aurait construite et qu'il a mis sur une clé USB. J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube. Et en comprenant que personne n'allait l'écouter au téléphone, il décide d'enclencher la suite de son plan. Il utilise alors l'ordinateur encore ouvert de Guillaume et poste plusieurs vidéos sur son Facebook. D'accord. Et là, je reçois un appel. Ma mère me raconte que mon Facebook, il y a eu des posts de trucs bizarres et qu'elle, ça l'a angoissée. Et c'est des montages de vidéos, des montages d'images. À aucun moment on a pu reconnaître sa voix. À un moment donné, on s'est même demandé si c'était vraiment lui qui les avait faites. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? Pourquoi il poste des trucs bizarres de conspiration, de trucs comme ça? Et je dis, ah non, l'enfer. Il y avait de la propagande pas terroriste. Il avait toute une théorie sur la répartition des races. Il voulait avoir un entretien avec l'ambassadeur d'Iran. Il se revendiquait d'un groupe terroriste, il voulait prendre attache avec l'ambassade d'Iran, mais aussi il parlait de Maëlys, qui était assez dissonant par rapport à son discours. Dans l'épisode précédent, on a vu que le preneur d'otage était complètement déséquilibré. Ce qu'on appelle schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a un délire de persécution. Mais on ignorait encore ses vraies intentions. Ses motivations, elles sont pour l'instant assez floues. Oui, donc on dit rien. De la BRI commence petit à petit. Oula, il y a ce qu'il veut vraiment. Il y a le 11 septembre et tout. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est se connecter au monde. C'est vraiment ça, en fait, son délire. Les otages sont des accessoires dont il se sert pour avoir la pression sur nous. Donc il voulait toucher le plus grand nombre et tout a démarré de là. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait diffuser ses vidéos de propagande
par l'intermédiaire du canal Cyprien. Voilà. En juin 2018, Cyprien est le youtubeur avec le plus d'abonnés en France. Oui. Ce qui en fait la cible parfaite pour le forcener. Clairement. Son plan, trouver l'agence où il tourne, pour le prendre lui ou un autre créateur en otage, pour ensuite l'obliger à poster les vidéos de sa clé USB, et s'en servir pour négocier. Je voulais négocier avec Emmanuel Macron, qu'il appelait dans ses vidéos le bébé singe, qui voulait faire un échange. Le bébé singe. Par rapport à des actions que Emmanuel Macron aurait pu mettre en place. Parmi les requêtes, il y avait notamment affréter un cargo de céréales pour le Yémen pour nourrir les enfants qui étaient en malnutrition. C'était hallucinant, quoi. Oh, il y avait plein de trucs en fait. En 2018, ni Cyprien ni aucun autre créateur habituellement présent se trouve dans les locaux, ce qui va perturber le preneur d'otages qui va les chercher partout. Et je l'ai vu dans son regard. Il était déstabilisé. Quand je lui parlais, il regardait, il essayait de voir. Il s'est dit, mais ils sont où en fait? Quelques semaines plus tôt, plusieurs créateurs filmaient dans l'agence. Mais le jour de la prise d'otage, ils étaient à plusieurs milliers de kilomètres avec moi. Ah! Avec lui en plus, ah oui, d'accord. Putain, la vache. Ah, c'est pour ça qu'il a pu avoir facilement accès en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des... À cette époque, je suis au salon des jeux vidéo de Los Angeles pour tourner avec Squeezie. Le 3! Le 3 qui a disparu, mais c'était le 3. Maintenant, c'est les Summer Game Fest, mais c'était le 3 en fait. Et Cyprien. Bienvenue à Los Angeles. On est un petit peu jet-lagué, on s'est levé très tôt, mais on est hyper content d'être ici. Et le 12 juin 2018, je me souviens encore très bien comment on apprend ce qui se passe. Avec le décalage horaire, on est réveillé à 7h du matin pour nous annoncer qu'un homme est entré dans les bureaux de Mixicom et menace de tuer les employés sur place. Totalement impuissant, on va suivre à distance la prise d'otage. D'abord avec la télé allumée en direct. Forcené et retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Mais très vite au téléphone, avec d'autres potes venus sur place pour aider la BRI. C'est bon. Oh! Comment il s'appelle lui? Je sais plus, mais il était beaucoup dans les vidéos. Après-midi, je suis chez moi, je suis en train d'écrire un texte. Comme c'était un texte que je devais envoyer à Casa et l'équipe qui était sur place. Ok, voilà, il me ça. J'essaie de les joindre. Il y a personne qui répond. J'essaye un portable, puis un autre. Personne répond. Il me semble que je vois direct une info chelou rue des Petites Écuries. Et je me dis c'est pas normal. J'arrive pas à voir mes potes et là je vois cette info. Je fonce là-bas, je veux voir ce qui se passe quoi. Hakim prend son scout, fonce vers l'agence. Scout! Et se présente devant le périmètre de sécurité. Ils se rendent compte que je travaille là-bas, ils m'emmènent au QG de la BRI, ils font une vérification et puis ils se rendent compte que je vais peut-être avoir des informations importantes à leur donner. Bah ouais, cartographie, vraiment le bâtiment, la structure, savoir où est qui, où est quoi, ce qu'on peut trouver, quel accès, j'imagine. Le Wi-Fi ne fonctionne plus le moment. Pour l'empêcher de poster BAM! ses vidéos. T'as plus internet, mec. Le bon problème que tout le monde a, même encore de nos jours. T'as plus internet. La BRI décide de brouiller les signaux Wi-Fi de l'immeuble. Le fait qu'ils veuillent à tout prix faire passer des messages par vidéo sur internet est assez inquiétant. Le but recherché est de faire le buzz en balançant leurs vidéos. On veut pas qu'il y ait une vidéo en morbide qui sorte, donc on bloque. Mais est-ce que ça peut le rendre encore plus instable? Est-ce qu'ils y ont pensé? Parce que c'est une possibilité. L'homme rappelle alors le négociateur et lui demande de nouveaux codes Wi-Fi. Oui, bah c'est ça. Oui, mais de toute façon, tu peux lui répondre non, il va te dire bah, et l'otage, bah tiens, le code Wi-Fi. Absolument un code Wi-Fi pour diffuser cette vidéo. On comprend pas trop où ils vont venir. Est-ce que c'est pour commettre une action un petit peu d'éclat qui aura un retentissement avec la médiatisation? Il n'est pas la question de pouvoir lui donner accès au monde en quelque sorte pour pouvoir exposer le produit de son délire. Le négociateur tente alors de le raisonner au téléphone.
Au départ, je pense que je vais peut-être pouvoir obtenir une reddition, puisque la personne nous dit que si on suit ses indications, si on l'écoute, si on fait ce qu'elle dit, qu'elle relâchera l'otage. Donc nous, on part du principe que la reddition est possible. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que la négociation progresse ou est-ce qu'au contraire, nos échanges avec le preneur d'otages nous fait reculer en arrière? Et plus il comprend qu'on ne va pas répondre à sa demande, plus justement il monte en tension. Et en comprenant qu'il ne contrôle plus rien, il devient encore plus agressif en menaçant de tout faire sauter. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et va se mettre à tout casser. C'est charmant. Pauvre Louis et À ce Tiffany. moment précis, la BRI comprend que la négociation ne marche plus et qu'il va falloir changer de plan. Il va falloir réagir. Hein. Différemment quand on a quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Le quartier est donc toujours bouclé, rue des Petites Écuries. Vous voyez tous ces pompiers, ces policiers qui sont sur place prêts à intervenir. Dans ce type de situation, il y a deux types d'assauts. Un assaut délibéré et un assaut d'urgence. L'assaut délibéré, c'est une solution d'assaut qui est pensée en amont, présentée au préfet de police. On fait le constat que l'on ne pourra sans doute pas faire autrement. Est-ce que vous êtes d'accord? La réponse est évidente. Oui, je vous fais confiance. Et l'intervention d'urgence, c'est une opération où il faut réagir tout de suite, sans forcément avoir le temps de tout planifier. Qu'est-ce qui va mettre en danger de manière imminente les otages? C'est cet élément-là qui est crucial et qui va faire en sorte que l'assaut va être précipité ou pas. En clair, si à un moment le preneur d'otages se met à tuer les otages, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps et on y va comme on peut en fait en fonction des circonstances. Voilà. Et pour préparer l'intervention, la BRI va avoir besoin des plans précis de l'agence. Tu as des véhicules garés, un scooter garé en plein milieu et des véhicules aussi derrière. Et Hakim, qui vient d'arriver et qui connaît très bien les bureaux, va pouvoir... Voilà, putain, j'ai l'impression que j'ai raté la vidéo, c'est dingue. Moi, j'ai fait mon dessin un peu à l'écart. Je crois que c'était au rez-de-chaussée, dans une pièce qui était un peu sombre. T'as une pression de faut pas que j'oublie un détail parce que faut pas que ce soit ma faute s'il y a un raté, qu'ils aient pas eu l'info, quoi. Il va leur montrer comment sont agencés les bureaux, mais surtout, il va devoir lister le nombre d'accès pour y entrer. Ce que je disais. Il y a une porte d'entrée là, il y a une porte Je d'entrée. joue trop à R6, je crois. Vont être utiles sur l'intervention parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes. Hein. À 17h57, un dessinateur opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers va faire un premier croquis. Mais bizarrement, ce plan d'Hakim, il va être très différent de celui dessiné par Casa et Guillaume quelques minutes plus tôt. Quoi? Il y a des trucs sur leur plan qui correspondaient pas à ce que nous, on leur avait dessiné. Et les témoins directs vont pas non plus réussir à faire la même description du preneur d'otage. Ce qui arrive très souvent dans ce type de situation. Ouais, après... La difficulté avec les témoins, c'est qu'ils sont dans un état de stress. Bah oui, et voilà, que, c'est du coup, ça. ça peut altérer au niveau cognitif leur perception. En fonction de qui a eu peur ou qui a pas eu peur, il peut y avoir 15 cm de différence sur la taille du mec. Pendant leur interview, je leur ai demandé de me dessiner le plan, et ils en avaient tous un souvenir différent. Ensuite, t'as le rire jaune qui est collé à lui. Et après, je sais plus s'il y a un autre studio. Leur mémoire semble avoir fait un blackout. Je crois même il y en a deux à un moment donné, je sais pas exactement, c'est un peu fouillis dans ma tête. Phénomène qui est finalement assez fréquent quand on vit un choc traumatique. Ouais. Exposé à un événement où notre intégrité physique et psychique est menacée, où on se voit mourir, où on se voit menacé, il y a un système d'alarme qui se met en marche dans le cerveau. Et sous le choc, on peut avoir eu l'impression de voir des choses qui n'ont pas forcément eu lieu. C'est difficile de démêler le vrai des sentiments. Et sans s'en rendre compte, au moment de l'attaque, le cerveau des otages s'est complètement dissocié. Seulement lorsqu'on est dissocié, la mémoire n'imprime plus. C'est-à-dire ce qui se passe existe réellement, mais le souvenir est comme congelé, glacé dans un coin du souvenir, dans un coin de la mémoire pour ne plus faire souffrir la victime. Hakim va donc prendre le relais pour aider les agents à préparer le plan et savoir par où entrer. Ouais. Je suis désolé, mais... Dès que j'entends le prénom Hakim, je peux pas m'empêcher de penser à la musique de Dana. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher.
Je sais pas pourquoi. En fond de pièce, là où se situe actuellement le ravisseur, il y a un couloir qui sépare la première rangée d'une deuxième rangée de bureaux. Toutefois, je ne sais pas s'il y a un autre accès derrière cette deuxième barre de bureau qui potentiellement pourrait accéder à un autre bâtiment et cet autre bâtiment communiquerait avec la rue Gabriel Lemin parlé. On l'a vu dans le premier épisode, entrer dans le bâtiment par surprise, c'est quasiment impossible. On a beaucoup d'obstacles qu'on découvre au fur et à mesure, mais déjà l'obstacle matériel de l'endroit, puisque c'est une cour Les intérieure, fenêtres une teintées. vue beaucoup plus compliqué à avoir. En plus, c'est un rez-de-chaussée. On a des vitres qui sont effectivement occultées parce que ce sont des vitres de bureau, et puis on ne sait pas trop où se trouve donc la personne. Un plan plus précis va être dessiné pour lister le nombre d'accès. Et la première solution, ça va être de passer par la verrière au-dessus du studio de Cyprien. Ah oui. L'avantage, c'est qu'ici, vous avez des verrières. D'accord. Et il y a un point de vue à partir du premier étage des immeubles d'habitation. Ça va être la première piste étudiée pour entrer dans l'agence et libérer les otages. Envoyer le groupe Varap en rappel pour passer par la verrière et arrêter le preneur d'otages quand il est au téléphone dans le couloir. Mais le timing, la configuration et surtout le risque vont pousser la BRI à abandonner cette piste. Il y a des gens du raid, par exemple, qui ont été tués en passant par des fenêtres. Donc, on Merde. fait des choses dangereuses, mais on fait pas n'importe quoi. La deuxième piste, ça va être de passer par les puits de lumière pour arriver derrière les fenêtres du bureau des auteurs. Ici, c'est 2 fenêtres. La dame, elle ne sait pas s'il y a des barreaux à ces fenêtres. Elle n'a pas souvenir ici. Peut-être que lui, potentiellement, il n'a pas cette notion qu'on peut accéder ici. Mais avec la présence de potentiels barreaux et la difficulté d'entrer en ombre, la piste va être aussi abandonnée. La BRI décide alors de passer par la cour et Tiffany, toujours cachée dans son bureau, va avoir un rôle déterminant. Merde. D'accord, donc ils passent par la cour. C'est très couillu, d'une certaine façon. Bon, après, c'est leur métier, là. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. À chaque appel avec le négociateur, le preneur d'otages marche dans le couloir, du bureau des auteurs jusqu'à la cuisine. Toujours caché, Tiffany le voit passer à chaque fois sous la porte, ce qui va permettre à la BRI de le localiser à distance. Effectivement, Tiffany qui était à l'intérieur communiquait avec son compagnon qui était au PC avec l'officier d'enseignement. Donc c'était intéressant de savoir où il se plaçait à l'intérieur dans ses déplacements. Et le PC de commandement va nous donner une information vitale, puisque à partir du moment où on va donner l'assaut, on va essayer de trouver le meilleur moment pour pouvoir bien évidemment intervenir. Le signal va alors être très simple et le plan millimétré. Le négociateur va d'abord appeler le preneur d'otages pour qu'il sorte dans le couloir, et quand Tiffany le voit se diriger vers la cuisine, et donc s'éloigner de Louis, elle devra envoyer le mot « cuisine » par SMS à son petit ami pour lancer l'assaut. Et c'est ce moment-là qui va définir notre intervention. Mais avant d'en arriver là, Tiffany doit pouvoir aussi décrire ce qu'elle entend par message. Ce qui était surtout important, c'était de savoir quel était son comportement plus que son déplacement. On avait surtout besoin de savoir dans quel état d'esprit il était et s'il commençait à s'énerver ou s'il devenait extrêmement menaçant avec son otage. C'est surtout ça, d'un point de vue tactique, qu'on attendait de cette jeune femme à l'intérieur. Ah oui, c'est grave. Tiffany va les alerter. L'odeur de l'essence déversée partout est de plus en plus forte et arrive à son niveau dans le couloir, mais aussi dans les autres pièces autour d'elle. Un détail qui va tout changer pour la BRI. Parce que c'est plus seulement une prise d'otage, mais une vraie bombe à retardement. Bah ouais. Ils peuvent pas tirer, quoi. Donc on a un risque important que tout s'embrase, que l'otage soit brûlé, que lui soit aussi brûlé, et qu'il mette le feu tout simplement à l'immeuble. Tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Première équipe, vous me faites un établissement propre, les gars. D'accord ? De façon à ce que ça puisse fuser au moins de 2. Il y a des vapeurs d'essence là, qui se développent depuis un moment. Le risque principal, il faut bien le relire, c'est le risque d'explosion. Ça va être caution, les gars. Lorsque dans un volume, il y a un risque d'explosion avec une poche de gaz, n'importe quel type d'étincelle pourrait créer une ignition fatale. En bref, si un agent de la BRI tire ou envoie une grenade créant une étincelle, c'est toute l'agence qui peut exploser. Vous voyez, je pense que les forces de police cherchent à Élargir disperser, à élargir le périmètre de sécurité. sécurité.
et à éloigner les badauds et peut-être même les journalistes. Ça veut dire avoir un peu plus de confort pour une intervention possible. Ça veut dire Oui, et éviter de regarder des informations trompeuses. Du preneur d'otage, les négociateurs ont eu des indices qui laissaient penser qu'il y avait peut-être de la crédibilité dans le fait qu'il ait un dispositif explosif. Donc les policiers qui demandent de reculer de quelques mètres. Mais vous voyez le dispositif qui est en train d'être élargi actuellement. Le chef du dispositif, il se rend compte que là, la situation est extrême, mais qu'il faut prendre toutes les précautions de manière à protéger le maximum de personnes qui peuvent se trouver à proximité, voire proximité même large. Et s'il y a une explosion là, je ne sais pas quelle est la distance par rapport au lieu où se passe la prise d'otage, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme explosif, mais il faut faire attention aux dommages collatéraux. C'est parce qu'elle envoie ce texto disant ça sent le gaz qu'il y a tout de suite une effervescence qui se développe du coup au QG. Tu vois tout de suite que ça s'agite, qu'il se passe quelque chose et tu dis ok bon bah là ils vont plus attendre, ils vont rentrer. Face au risque d'explosion, la BRI n'a plus le choix. Les sapeurs-pompiers doivent être intégrés à l'assaut. Sur ce type d'intervention, lorsqu'il y a des otages qui sont bloqués par les assaillants... Ah, bah oui, ils vont intervenir, ils vont mettre les sapeurs-pompiers dans l'eau. Putain, oui, parce que s'il y a vraiment risque qu'il allume le feu, direct, paf, t'éteins. Enfin, éteindre, c'est un grand mot. Parce que ça se trouve, le truc, le feu, d'un coup, il va prendre... Parce que si vraiment il arrose de partout, vraiment, le feu, il peut se propager d'un coup, il va aller sur les murs, et ça peut revenir vers le toit... Enfin, c'est chaud, c'est tellement chaud. La doctrine a été mise en place en collaboration avec la BRI et la BSPP pour intervenir avec un groupe d'extraction spécialisé qui est sapeur-pompier et qui dispose de protection balistique et qui s'engage derrière les forces d'intervention pour recueillir les victimes. Déjà, être équipé avec la tenue d'un sapeur-pompier, avec tout l'équipement et tout ça, ça pèse déjà un certain poids. Si en plus ils sont équipés de protection balistique... Putain, les mecs, ils sont en armure de chevalier presque déjà, en armure de plate. Ou les personnes bloquées par les assaillants et de les extraire en toute sécurité. Et si cette coopération existe aujourd'hui avec les pompiers, c'est parce que 3 ans plus tôt, le Bataclan a tout changé pour la BRI. On avait été face à une difficulté parce que les pompiers n'avaient pas pu rentrer à l'intérieur du théâtre pour prendre en charge les blessés tant que les lieux n'étaient pas complètement sécurisés. La BRI ne peut pas rentrer dans un immeuble en feu et les pompiers ne rentreraient pas tant qu'il y a des terroristes. Donc il est indispensable à ce moment-là de travailler de pair. C'est pour ça qu'on s'engagera nous, notamment si vous mettez des grenades ou des munitions, qu'il y a un risque d'explosion. Donc si on s'engage, c'est vraiment sur notre protection. C'est incroyable la coopération entre les pompiers et la BRI. Mais il reste encore un obstacle. C'est montagne. Voilà, fallait que je fasse une ref gaming, j'étais obligé. Je joue à R6 en ce moment. Porte barricadée par le preneur d'otages. On peut pas rentrer, on peut pas pousser, et en tout cas on peut pas le faire de manière rapide et suffisamment efficace avec des méthodes traditionnelles pour ouvrir des béliers, des choses comme ça, et nous permettre d'intervenir suffisamment tôt pour libérer l'otage. Il faut donc arriver à le faire sauter tout en évitant que la pièce prenne feu. C'est incroyable, on dirait c'est un mini-film en fait, c'est une singerie, c'est un mini-film. Au moment de l'assaut, et pour ça, les sapeurs-pompiers ont une idée. Je demande à ce moment-là l'intervention du robot d'extinction qui arrive très précocement. Très vite, un robot arrive sur les lieux. Wesh, y'a Wally. Toute la curiosité des médias. Y'a Wally. Vous voyez ce robot qui vient d'arriver. D'ailleurs, on voit sur nos images l'équipe de déminage qui arrive sur place. D'ailleurs, ils ont un robot qui permet de rentrer dans une zone qui n'est pas sécurisée et qui peut donc envoyer de très fortes pressions pour stopper un feu. Derrière lequel peut se placer la colonne de la BRI en protection. D'accord, je savais même pas que ça existait. En fait, à ce moment-là, il demande un espèce de silence. Et là, t'as un temps suspendu. Et t'entends une espèce de tank qui avance. Une fois le Colossus en place, Colossus que quelques minutes avant l'assaut. À la seconde où Tiffany envoie son SMS, Cuisine qui activera le canon à eau pour faire sauter les portes barricadées, tout en déversant assez d'eau pour empêcher l'essence de prendre feu. La colonne de la BRI, elle, se place juste derrière, en première ligne, et entrera dans les 2 bureaux de gauche pour sauver d'un côté Louis et de l'autre Tiffany.
Très vite, le périmètre est à nouveau agrandi. On voit la police qui nous donne des instructions, qui nous demande de nous écarter. On est en direct. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de remonter sur les trottoirs. Dégagez, s'il vous plaît. Place, prêt à intervenir, mais une alerte va précipiter l'intervention. Un tireur de haute précision voit des étincelles. À travers les fenêtres, un sniper voit le preneur d'otage allumer son briquet. Il a un briquet, il y a de l'essence. Là maintenant, il faut y aller parce qu'il est complètement à cran. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Waouh, 19h40, ça commence à 15h. 15h et quelques. Je suis stressé, la mise en scène est incroyable. Hein. Quand l'assaut d'urgence se déclenche, j'essaye de lui parler. Oh, oh, oh. Wow! Quand il voit les collègues rentrer, il rejoint l'otage. Dirais! Là, on est en légitime défense, puisqu'il y a un réel danger de mort pour l'otage. Quand on rentre, ce qui est choquant, c'est cette forte odeur d'essence. À ce moment précis, les opérateurs savent que le moindre tir peut provoquer une explosion. Là, ça se joue en une fraction de seconde. À l'extérieur, les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir. Encerclé, le preneur d'otage n'a plus le choix et va abandonner. Bam, coup de shield dans ta race. Ok. Il a abandonné, ça marche. Bon bah, tant mieux. Un homme vient d'être interpellé après avoir retenu plusieurs personnes en otage pendant 4 heures à Paris, rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement. Les otages, eux, ont pu être récupérés par les forces de l'ordre. Ils sont sains et saufs. Une fois le preneur d'otage interpellé, Louis et Tiffany sont libérés. À 20h17, le preneur d'otage sort menotté et monte dans une voiture pour être placé en garde à vue. L'homme qui en était à l'origine a été interpellé. Il devra s'expliquer sur ses motivations qui restent floues et mystérieuses. Une fois au commissariat, il va être fouillé, puis interrogé, et à partir de là, plus rien. Plus aucune image. Plus aucune info sur le preneur d'otage. Toi, t'as eu aucune info? Rien, on sait pas. Je sais absolument pas ce qu'est devenu ce mec-là. On n'a aucune nouvelle depuis 8 ans, on sait pas où il est. Il reste encore plein de questions sans réponse, comme savoir sa vraie identité, quel était son plan d'origine, et quelles étaient ses vraies intentions. Pourquoi cet homme s'est lancé dans une entreprise aussi folle en plein Paris? Est-ce qu'il a un lien avec cette entreprise ou avec quelqu'un de cette entreprise? Les jours qui suivent l'attaque, plus aucun média ne va en parler. Le dernier article qui en parle date du lendemain, et après, plus rien. Comme vraiment, il y avait zéro info. Si toute cette histoire avait été volontairement étouffée. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. C'est une singerie. Sept ans après, je suis à mon bureau en train de scroller sur TikTok et je tombe sur cette vidéo d'Hakim qui en parle. Je reçois un texto qui me dit il y a une prise d'otage au bureau. Je repense à cette histoire et j'ai envie de comprendre. Parce qu'il y a un truc qui cloche.
Comment une prise d'otage en plein Paris, suivie en direct pendant 4 heures sur toutes les chaînes de télé, peut se terminer dans le silence le plus total, Bah clairement. sans aucune explication. Comment l'histoire d'un gars qui veut attaquer et enlever des youtubeurs, ça peut tomber dans l'oubli complet. On est fin janvier 2025, et pour comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi l'histoire a été étouffée, et surtout où est le preneur d'otage aujourd'hui, je lance une enquête de mon côté. Une enquête qui va prendre plusieurs mois pour le retrouver. Quand on a un individu qui passe à l'acte comme ça s'improvise pas en l'espace d'une demi-heure. Oui. Première étape, je récupère l'avis à partie civile et je le scanne. Ça va me permettre de récupérer le vrai nom du preneur d'otage et lancer une recherche sur lui. Au bout d'une heure, je trouve qu'une page Viadeo avec une rapide présentation et son CV, mais il n'y a rien de plus. Aucun profil sur Facebook, aucun compte sur Instagram et rien sur tous les autres réseaux sociaux. Par contre, pendant mes recherches, je tombe sur cet article et je trouve 2 nouvelles infos. C'est le 2e district de la police judiciaire qui est chargé de l'enquête. Et pendant la traque du pédocriminel que j'ai confronté dans mon précédent documentaire, comme j'ai pu avoir plusieurs contacts à la police, j'en profite et je lance une demande pour interroger les enquêteurs de ce fameux district cité dans l'article. Ok. Peut-être prochaine vidéo réact, là, cette affaire... Affaire d'horribles personnes que sont les pédophiles, du coup. Et deuxième info, il serait passé par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Un des services les plus fermés du pays où personne n'arrive à entrer. Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. Ah oui, Pour comprendre d'accord. ce qui se cache derrière cette fameuse infirmerie psychiatrique, où peu de personnes ont réussi à pénétrer, je vais acheter un livre d'un journaliste qui a réussi à l'infiltrer. Avant d'aller récupérer d'anciens ouvrages et documentaires... La carte, hein. Et comme c'est pas vraiment mon terrain de jeu habituel, je contacte un pote journaliste qui a l'habitude de creuser ce genre d'affaires. La première des choses à faire, c'est de lancer quelques sources dans le service pénitentiaire et chez les flics. Et pour retrouver sa trace, ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais découvrir qu'après son arrestation, le preneur d'otage n'a strictement rien eu. Cette personne ne peut pas être jugée, parce qu'on ne juge pas les fous. Je vais entrer dans un hôpital psychiatrique pour comprendre par où... Ah ouais. Faites très attention, parce qu'à partir du moment où vous alléguez des éléments psychiatriques, vous ne savez pas ce que vous pouvez y rester toute une vie. Et je vais finir par le localiser en apprenant que... Une mise en cause nous a échappé, entre guillemets, en allant à l'infirmerie psychiatrique. Hein? Ça se termine comme ça? Ah ouais, grosse frustration quand même. Moi je mets un like, hein. Mais... Grosse frustration là, c'est quoi ça? D'accord. Très bien. Ah, très bien.